Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Quand tu dis que ton premier postpartum, tu l'as vécu difficilement, c'est parce que il y avait pas d'entourage assez fort, parce que qu'est-ce qui a déclenché cette sensation que tu as? Alors c'est un mélange parce que j'avais quand même quelques idées de ce qui m'attendait, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que je me suis dit, avec mon conjoint, on s'est dit, après l'accouchement, on reste 3 semaines tous les trois. Donc c'était bien, mais Guillaume m'a aidé, mais ça ne suffisait pas en réalité, parce qu'on avait besoin de conseils aussi, peut-être d'une doula, on aurait eu besoin de davantage de conseils pour l'allaitement, par exemple, qui peinait à se mettre en route, c'était difficile. Moi, en fait, j'étais très, très, très anémie, et je pense que j'avais un taux de fer proche de 0, et rien que porter mon bébé, c'était compliqué. Donc, et en même temps, on a toutes ces idées à l'intérieur. Moi, j'avais plein d'idées en me disant, mais de toute façon, il faut que j'assure. Enfin, j'étais pleine d'amour, mais j'étais aussi pleine d'angoisse. Et j'avais les deux, voilà, qui cohabitaient. Et c'est vrai que je me rappelle d'avoir eu des réactions extrêmement angoissées qui me ressemblaient pas, parce que je suis quelqu'un de confiant en général dans la vie. Je suis assez zen. Et j'étais angoissée pour tout. Tout. Et puis, à un moment, alors après, ma famille est venue, donc ça, c'était bien. Mais j'ai eu des moments où je me sentais vraiment très seule et un peu esseulée, en fait, hein, c'est ça. Et puis, il y a ce conflit dont tu parles sur le professionnel aussi. Le fait, moi, j'avais vraiment voulu en profiter, donc je ne pensais pas reprendre le travail tout de suite. Mais en même temps, sans reprendre le travail tout de suite, il y avait quand même des moments où j'avais envie parce que je me sentais trop seule. Alors c'est compliqué parce qu'on a envie de s'occuper de son enfant, en même temps on est seul chez soi, mais on s'ennuie parfois. Donc il faut arriver à faire, à faire des choix. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, je savais plus trop où j'en étais et c'est vrai que je ne me voyais même pas m'éloigner de chez moi, tu vois. On me disait, mais allez, sortez, allez faire une soirée tous les deux et tout. Mais rien que ça, pour moi, c'était toutes les heures, toutes les demi-heures, j'étais sur mon portable pour voir si tout allait bien. J'étais angoissée, en fait. Et t'as pas du tout eu cette sensation avec ta fille? Pas du tout. Et en fait, avec ma fille... C'est bien, ça donne de l'espoir. Oui, ça donne... Non, mais vraiment. Et je vais te dire un truc, c'est que, en fait, pendant la grossesse de ma fille, c'était compliqué parce que j'ai perdu mon père. Donc, c'était vraiment une grossesse où j'ai quand même été très triste. J'étais un peu déprimée. Enfin, j'étais déprimée. Et après l'accouchement, et justement, quand j'ai commencé à penser à l'accouchement et à l'après, je me suis dit, Céline, là, je veux pas subir. Je veux vraiment vivre ce moment pour qu'il soit le plus heureux possible. Et ce qui est juste incroyable, c'est que après cette naissance et pendant plusieurs semaines, j'ai pas eu une once de tristesse ni de nostalgie. Tu vois, à un moment, j'ai senti une petite pointe, mais vraiment microscopique. J'ai senti un petit peu de tristesse, mais vraiment rien, quoi. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vécu, mais en même temps, j'étais dans mon bain, j'étais dans ma chambre, j'étais confiante. En fait, j'avais rien à penser, juste à m'occuper d'elle. Elle était à côté de moi. Et donc, vas-y, explique-nous concrètement qu'est-ce qui a fait la différence. Alors, la différence, c'est que j'ai bien vécu mon accouchement. C'est-à-dire que mon premier accouchement, j'avais beaucoup d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire que je voulais accoucher sans péri, en même temps j'ai été déclenchée. Donc j'ai eu des contractions très fortes qui m'ont épuisée. Finalement, j'ai accepté à la fin la péridurale, donc je suis sortie exsangue de cet accouchement, ça a été compliqué. Donc il y a eu quand même mon deuxième accouchement, j'ai accouché sans péri, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai eu ce bain d'ocytocine juste après. Donc ça, c'était déjà un bon départ. Et ensuite, donc à la maison, j'avais l'aide de mon mari, de Guillaume, et j'avais donc mon amie Marie qui était présente. Et qui m'apportait donc des repas matin, midi et soir. Donc l'idée, c'était vraiment que je ne me lève jamais. Alors, et pendant combien de temps ? Ne pas se lever du tout, ça a duré une semaine.
mais sachant que j'allais quand même me laver, j'allais aux toilettes et tout, mais c'est tout. Mais c'est vrai que je suis pas beaucoup sortie, presque pas. Non, je suis pas du tout sortie. Et puis après, j'ai commencé à élargir un peu le périmètre. Donc je suis allée dans le salon et tout ça. Mais c'est vrai que ça me faisait drôle parce que j'étais tellement dans mon cocon que quand j'allais dans le salon, bah, ça me paraissait un monde chaotique un petit peu. Et puis j'avais mon aîné aussi qui était là et qui avait quand même des réactions assez fortes à la naissance de sa petite sœur. C'était pas facile pour lui. Et ben quand j'étais dans mon cocon dans ma chambre, j'étais préservée. Mais j'avais besoin d'être préservée comme ça. L'alimentation, alors on va en parler bien parce que je sais que tu l'as dit, c'est une des pierres angulaires et c'est une priorité. Déjà, pourquoi est-ce que c'est une priorité et qu'est-ce que toi t'as mis en place sur l'alimentation ? Alors, c'est une priorité parce que la maman, après son accouchement, est très fatiguée. Il faut qu'elle retrouve des forces. Si elle allait, il est important qu'elle puisse avoir du lait et du lait qui soit nourrissant. Et puis surtout, l'alimentation, elle est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une maman une femme qui vient de donner naissance a souvent l'intestin qui tourne au ralenti. Donc, certains plats peuvent lui demander beaucoup plus d'efforts à la digestion, sachant que l'idée, c'est vraiment qu'elle retrouve des forces. Donc, si elle est obligée d'utiliser de l'énergie pour digérer, ça contredit finalement l'idée de retrouver des forces. Donc, on va lui donner plutôt des bouillons, des soupes, des purées, par exemple, de légumes toujours cuits. On va éviter les aliments crus qui peuvent provoquer des ballonnements. Si on allait, ça peut aussi provoquer des coliques chez le nourrisson, chez le bébé. Donc il est important quand même d'avoir des forces. C'est pas vraiment le bon moment pour perdre des kilos. Non, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que souvent on y pense, beaucoup. Et vraiment, faut prendre son temps et accepter son corps tel qu'il est pendant cette période. Et les kilos, ça viendra, mais après, vraiment. Mais faut pas se mettre ce serait dommage de se mettre une injonction supplémentaire. Sachant qu'on en a déjà beaucoup, faut rester vraiment le mental au repos, l'esprit au repos et se nourrir de choses qui soient à la fois chaudes, cuites, nourrissantes et bonnes pour la santé. Et toi, est-ce que tu as la sensation aussi que dans ton postpartum, le premier, tu n'avais pas trop fait attention à la nourriture et le deuxième, tu as vraiment mis l'accent ou ça n'a pas joué beaucoup ? Le premier, j'avais quand même fait une descente chez Picard. J'étais allée acheter des surgelés suite à mon ami qui m'avait conseillé de remplir mon congélateur. Mais j'ai pas fait comme on a fait après avec Elsa. C'est-à-dire que j'avais des petites choses, j'avais quand même acheté du muesli. Mais j'avais du muesli avec du lait végétal, mais je le mangeais froid, ce qui n'était pas terrible. Mieux vaut manger chaud. Et puis surtout autour de moi, pendant le premier, tout le monde n'était pas sensibilisé. Et puis tu sais, en fait, moi je suis rentrée de l'hôpital. Je crois que je suis restée 5 ou 6 jours. Quand je suis arrivée, j'avais la famille de mon mari qui était là. J'ai commencé à préparer une tarte aux courgettes. Et j'étais motivée, mais en même temps j'étais épuisée, tu vois, c'était très très étrange. Et ça choquait personne que ce soit toi qui le fasse. Non. C'est aussi ça, il y a vraiment une éducation à faire autour de la population en général, parce que normalement ça devrait être ça doit être un warning, dire ah non mais qu'est-ce que tu fais là ? Toi tu vas t'allonger, tu fais rien et nous on s'en occupe. Totalement. Nous c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer avec Marie à travers le livre et puis aussi à travers nos réseaux sociaux, etc. C'est vraiment de faire prendre conscience à l'entourage. Il y a vraiment une sensibilisation à mener autour des professionnels de santé, autour de l'entourage des parents et les parents eux-mêmes. C'est fondamental. Et en fait, l'idéal, ce serait même qu'on acquiert tous des réflexes avec les jeunes mamans, c'est-à-dire une maman qui s'assoit par exemple pour allaiter sur un canapé avec son bébé, et bien lui proposer un marchepied. Parce que ça fait la différence. C'est un petit détail, mais je t'assure que c'est énorme en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, quand je vois mes copines, je dis attends, je t'amène des coussins. Vas-y, je te mets bien. Parce que je sais tellement la galère que c'est, que moi, personne ne regardait ou mon mec, il s'en rendait pas compte. Et je me souviens de moi, de ma frustration. Je me dis, j'ai pas le droit de la faire subir aux autres maintenant. Mais c'est parce que je l'ai vécu. Mais c'est génial. Mais si je l'avais pas vécu, c'est sûr et certain que
Mais parce que, bah non, encore une mais fois, si on t'as n'a pas pas eu... vécu, voilà, c'est ça. Et parce qu'on n'a pas eu d'éducation par rapport à ça. Non. Mais je suis d'accord, le marchepied, là. Oui. Moi, c'est le premier conseil que la sage-femme m'a donné quand j'étais oui. enceinte. Mais il y en a dans toutes nos toilettes. Et aujourd'hui, tous les jours, on l'utilise avec mon conjoint. C'est tout le monde. Les gens, ils comprennent pas quand ils viennent chez nous. Il faudrait qu'on mette une petite note. Mais moi, je ne peux plus si j'ai pas de marchepied à la toilette. C'est vrai. Aux toilettes, dans le salon, partout. Ouais, non, mais c'est vrai. Et encore plus quand on allait. T'as bien raison. Ouais, parce que sinon, en fait, on est obligé de faire un mouvement avec les orteils pour s'appuyer. En fait, le corps est en pleine tension. Pendant que la maman donne le sein, son corps est en pleine tension. Donc, c'est contradictoire. Oui, alors qu'on doit être dans le lâcher-prise. Mais oui. Ouais, c'est clair. Il y a tout un chapitre dédié aux difficultés du mois d'or. Parce que même si ça peut être un passage magnifique, il y a quand même des choses qui sont difficiles. Est-ce que tu peux nous les donner ? Alors, des difficultés, ouais. Sachant qu'effectivement, le mois d'or idyllique n'existe, je pense pas actuellement en France encore. Donc, il y a différents freins. Donc, d'abord, la fatigue. Raison pour laquelle il est important vraiment de bien s'alimenter pendant sa grossesse pour limiter la fatigue ensuite. Quitte à faire plus de tests que recommandé en termes d'oméga 3, oméga 6, fer. Moi, personnellement, c'était le fer. Donc voilà, l'alimentation très, très, très importante pour éviter la fatigue, trop de fatigue. Mais on sera fatigué de toute façon, c'est normal. Ensuite, alors il y a l'idéal de perfection. Ça, je pense qu'on le partage pour une grande partie d'entre nous. En fait, cet idéal, il ne nous rend pas service. Parce qu'on voudrait le meilleur, c'est normal. Et puis on s'imagine en fait qu'on est aussi la seule parfois à pouvoir donner à notre enfant. Et peut-être que parfois accepter de l'aide, c'est aussi un travail à faire, mais c'est important. C'est-à-dire que plutôt si on est allongé en train de se reposer et qu'il faut changer bébé, eh bien accepter que quelqu'un d'autre aille le faire, par exemple. C'est des petites choses comme ça. Donc ça, c'est, je dirais, bien se connaître soi-même pour ne pas s'auto-saboter ou se tendre des pièges à soi-même. Alors en fait, ça nous amène justement au troisième frein, qui est la culpabilité. Parce qu'à un certain moment, on arrive à un stade où on se rend bien compte qu'avec tous nos efforts, avec tous les efforts possibles, eh bien, un bébé continue de pleurer, par exemple. Il a des coliques, c'est quand même difficile à supporter. Donc dans ces moments-là, c'est important d'avoir de l'aide, d'avoir quelqu'un, par exemple, qui peut aller promener le petit 1 heure ou 2, pendant que nous, on se repose. Si on n'arrive pas à déléguer, et puis parce qu'on se pose beaucoup de questions aussi, parce qu'on est un peu perdu, et c'est aussi normal, et parce qu'on n'a pas forcément de repères, on a peu d'informations sur comment s'occuper d'un bébé, on ne sait pas, et bien on culpabilise. Donc voilà, c'est vraiment le troisième frein, et ça, nombreuses femmes culpabilisent, et parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles n'ont pas le moral, et tout ça, c'est un enchaînement, et c'est un cercle vicieux. Et il y a des femmes qui malheureusement pensent que par exemple elles ont été de mauvaises mères, alors que c'est faux. Et elles vont culpabiliser parce qu'elles se sentent de mauvaises mères, alors que non, c'est juste une période de transformation avec ses ombres et ses lumières. Et puis donc le quatrième, c'est l'isolement. Alors là, l'isolement, c'est pire. Alors, il y a l'isolement physique, bien sûr, quand on est toute seule, et ça c'est vraiment je pense qu'on est très vulnérable à cette période, donc c'est vraiment difficile de se sentir seul. Alors on peut se sentir seul psychiquement, on peut se sentir seul physiquement, on peut très bien être entouré, avoir du monde autour de soi et se sentir malgré tout très seul, parce que les autres comprennent pas forcément ce qu'on vit. Ils n'ont pas développé, comme on disait tout à l'heure, ces attentions vis-à-vis de la maman. Il n'y a pas vraiment de compréhension en profondeur de ce qui se passe. Donc certaines mamans se sentent seules, même entourées. Certaines sont vraiment seules physiquement parce que leurs propres parents travaillent, le conjoint est en déplacement ou travaille beaucoup, rentre tard. Dans ce cas-là, moi je conseille vraiment peut-être de faire venir une doula. Après, il y a des cercles de mamans, beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, pour le moment, tant que le congé paternité n'est pas rallongé, les mamans risquent d'être encore seules.
Désolée. Et je trouve ça désolant, mais c'est comme ça. Et donc l'isolement, et enfin l'isolement, souvent parce qu'on a cet idéal de perfection, parce qu'on culpabilise, et ça peut donner lieu à des dépressions, et on reste seul parce on pense qu'on doit être capable, qu'on doit y arriver, donc on dit qu'on va y arriver et que de toute façon on n'a pas besoin d'aide, mais on creuse encore plus notre isolement, ou alors on n'ose pas en parler autour de soi. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire là j'ai des difficultés. Parce que dire qu'on aurait des difficultés, pour la société, ça voudrait dire qu'on n'aime pas notre enfant. Ce qui n'est pas vrai. C'est faux. C'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on n'aime pas notre enfant. Et c'est pas parce qu'on est nombreuses à ressentir des difficultés que c'est normal de ressentir des difficultés aussi. Et qu'il faut que ces difficultés s'accroissent. Ouais, c'est ça, ça doit plus être la norme en fait. Non. C'est devenu la norme parce que malheureusement le système nous isole, comme tu dis. C'est ça. Mais il faut pas se leurrer et se dire que c'est la norme. Non. C'est ça. C'est pas normal. Ça C'est devrait ça. interpeller en fait. C'est ça. C'est ça. Mais malheureusement, pour l'instant, comme tu dis en même temps, depuis une année et demie, il y a quand même on sent un vent qui arrive et des changements, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, et ton podcast déjà qui fait beaucoup. Parce que moi j'ai même constat que toi, tout est en anglais. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Il faut quand même informer les Françaises ou les francophones de parler de ça. On a le droit nous aussi d'avoir ça. Bon, ouais. Tu l'as. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.